Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro des débats du dimanche autour de la table pour décrypter, analyser et commenter l'actualité de la semaine. Mame Diarra Diop du journal du Mali.com, Alexis Kalambri du journal Les Échos, Gaussou Drabo, journaliste chroniqueur à l'Essor, et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet de ce débat, le Mali, où la semaine a été marquée par des violents combats entre les milices d'autodéfense et la coordination des mouvements de l'Azawad. Aux alentours de Kidal, plusieurs morts et plusieurs blessés. Certainement, je vais faire une entorse à la galanterie. On aurait dû donner la parole à Maman. Vient vous. Est-ce que ces violences-là vont remettre en cause finalement l'accord de paix? Oui, il y a quand même un problème, mais l'observation que j'aimerais faire, c'est que si vous prenez tous les accords qui ont été signés au Mali, après la signature des accords, il y a eu toujours violation des accords. Ce qui me frappe, moi, c'est que d'abord, chacun camp accuse l'autre d'avoir été l'auteur de la violation de ces cessez-le-feu, mais pour le moment, ça ne s'est pas étendu. Ça ne s'est pas étendu, c'est un gros coup de canif dans le processus de paix, mais je ne sais pas pourquoi, mais je reste optimiste et je le dirai pourquoi tout à l'heure. Je pense qu'on va s'en sortir. Mame Diarra Diop. Oui, en fait, je pense qu'il fallait s'y attendre, effectivement. Ça fait partie de ces incidents qui ont lieu de façon récurrente sur le terrain. Ce n'est pas la première fois que le Gatia amaille à partir avec la CMA. On se rappelle des événements de Ménaka. Donc, effectivement, comme disait Serge, ça ne s'est pas vraiment étendu pour le moment. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut quand même se méfier de cette milice. Justement, monsieur le ministre, quelle est finalement la place de cette milice-là officiellement? Bon, vous savez, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le mot milice. Parce que le mot milice laisse supposer que il y a une troupe qui a été levée en sous-main par l'État malien pour, disons, combattre, armer, ensuite envoyer au combat. Je pense qu'il y a un groupe armé qui est loyaliste et qui quand même a une certaine indépendance de jugement et parfois qui se montre difficile à maîtriser. Donc c'est pas tout à fait le profil d'une milice. Mais disons que effectivement le point préoccupant, et je crois que Mme a raison de le souligner, et Serge l'a dit également, un accord de paix laisse toujours pendant certains problèmes. On accepte qu'il soit pendant, on espère que de manière raisonnable on puisse les résoudre en avançant, mais ils peuvent surgir à l'improviste et le principal est d'arriver à circonscrire, disons, le début d'embrasement qu'il cause. Bon, pour le moment, je pense que les choses sont maintenues à l'état où elles étaient en début de semaine. Je pense que, selon la bonne expression, tout le monde sait un peu jusqu'où on peut aller trop loin et on se garde de franchir certaines limites parce qu'effectivement, en face, il risque d'avoir une réponse de la communauté internationale qui ne va pas prendre de gants pour mettre à la raison ceux qui, effectivement, ont l'intention de faire ressurgir les affrontements. Alexis Kalambri. Oui, alors, c'est que les derniers événements, effectivement, ont, disons, amené des poussées de fièvre parce qu'effectivement, on a craint un moment le pire, mais vite le calme est revenu dans les rangs. Est-ce qu'on s'attendait à une violation? Oui, mais dans quelle proportion? Je pense que ces proportions n'ont pas été dépassées puisque c'est pas allé loin. Donc c'est plus à mettre au compte d'incidents, peut-être pour se jauger sur le terrain, mais effectivement, on ne peut pas trop en vouloir sur certains plans au Gatia, qui est quand même l'émanation, disons, la conséquence ou la résultante d'une incurie de l'État, mais ils sont dans leur rôle quand même. C'est quand même plus que des incidents, Alexis. C'est quand même grave ce qui s'est passé. Mais l'autre réalité que je voulais soulever ici, c'est que on se rend compte de plus en plus que, on a eu un combat à un moment, gouvernement d'un côté, de l'autre côté, MNLA, islamistes, groupes armés, et que là, quand même, nous avons une réalité tribale sur le terrain. Et ça me paraît quand même très important. Peut-être que c'est l'un des limites. Là, on a les limites de l'accord d'Alger qu'il va falloir peut-être corriger. Je suis persuadé qu'il faut que les communautés du nord du Mali se parlent. Parce que on est Touareg, par exemple, parce qu'on parle la même langue.
parce qu'on a peut-être la même culture, pas totalement, mais on est Touareg, mais ils sont différents. Il y a des différences, il y a des tribus, il y a des réalités, il y a des rapports de force, des rapports sociaux, si vous voulez. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Je disais tout à l'heure que j'étais optimiste pour 2 raisons. Aujourd'hui, par exemple, ce dimanche, une délégation de la coordination est à Bamako, dirigée par M. Sidati. Ils ont rencontré la médiation élargie. Et il a dit, nous allons suspendre notre participation au comité de suivi des accords d'Alger, mais nous ne fermons pas la porte aux négociations. Je sais que ce dimanche nuit, il y aura la médiation élargie, il va rencontrer le gouvernement, il va avoir un communiqué aujourd'hui ou demain, et de même, lundi, on va voir comment ça va se passer, la réunion du comité de suivi. Mais, Monsieur le ministre, est-ce que le fait que l'amunissement est décrété, une zone de sécurité sans aviser au préalable le gouvernement malien constitue une violation de la souveraineté du Mali ou ça rentre dans le cadre des mandats des Nations Unies? Moi, vous savez, en tant que citoyen malien, ma réponse est très simple. C'est une violation de la souveraineté du Mali. Parce qu'effectivement, il y a eu un cadre de concertation et d'échange très poussé même entre la MINUSMA et le gouvernement. Et je crois que la réaction du gouvernement est d'autant plus motivée par le fait que c'est une décision qui est intervenue après la tenue de ce cadre de concertation et une décision qui je sais même pas, c'est d'une maladresse insigne. Parce que je crois que la MINUSMA est quand même instruite de l'opinion que beaucoup de Maliens ont sur elle. Elle a essuyé pas mal de mésaventures en prenant des initiatives très malheureuses, dont une précédente qui ressemble beaucoup à celle-là et qui concernait l'accord avec le MNLA sur l'établissement d'une zone de sécurité. Donc je pense que la MINUSMA aurait dû se limiter à son premier communiqué. Et ce communiqué était très explicite. Il déplorait les événements. Et surtout, il mettait en garde, il trouvait qu'il n'y avait aucune raison valable de déclencher de tels affrontements. Et surtout, il mettait en garde les différents responsables sur les conséquences que pouvait amener la prolongation des actes armés. Donc je pense que c'était un communiqué qui mettait suffisamment en garde pour, disons, calmer tous les esprits. Et ensuite, cela permettait de mettre en jeu la médiation internationale pour, disons, rapprocher les différentes parties. Non, le communiqué était même mal à l'aise. La CMA, si vous avez vu, la CMA s'est empressée de s'insurger contre la position que prenait la MINUSMA, c'est dire déjà qu'il y avait maladresse et qu'elle sortait un peu de son rôle quand même. Oui, je vais peut-être passer la parole à Mam. Allez-y, on vient à elle. Voilà, merci. C'est quand même une maladresse, une grande maladresse. Vous êtes quand même dans un pays, on peut passer un coup de fil en disant nous allons sortir un communiqué, voilà le communiqué. Mais d'après ce qu'on sait maintenant, c'est plutôt l'aile militaire de la MINUSMA qui a concocté ce communiqué. Et il y a quelque part quand même 2 poids 2 mesures. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, quelques mois, à Goundam, des hommes armés sont venus tuer des habitants, dont un enfant de 4 ans. Et en ce moment-là, on n'a pas vu une équipe de la MINUSMA dans cette localité pour dire nous protégeons les populations. Donc ça fait peut-être un peu de poids de mesure. Oui, Mame Diarra Diop. Oui, non, je pense que de toute façon, la MINUSMA est tiraillée dans son rôle entre l'opinion qu'on se fait d'elle et comment elle doit agir sur le terrain. Et on l'a montré à plusieurs reprises. Si la MINUSMA n'avait pas pris cette initiative, on aurait dit où est la MINUSMA ? Et son mandat, c'est de s'interposer. Donc là, elle n'arrive pas toujours sur le terrain à savoir exactement ce qu'il faut faire. Et là, il y a une initiative qui est prise, qui est mal prise par le gouvernement malien, mais de côté de la population, comment est-ce que c'est perçu ? Est-ce que dans ces conditions, il va falloir tenir coûte que coûte les élections locales, Sir Daniel ? Moi, je ne suis pas un homme politique, mais quand vous voyez la réalité sur le terrain, organiser des élections dans ces conditions, c'est accepter une partition de fait du pays. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. D'un côté, il faut quand même organiser un jour des élections. Voilà. Mais de l'autre, si vous voulez vraiment aller à la réconciliation nationale, appuyer sur l'accélérateur en disant nous sommes un pays uni, il faut que les élections puissent se dérouler partout. Est-ce qu'il faut des élections en 2 temps, en 3 temps, ou des élections, une seule journée d'élection sur tout le territoire national ? Le débat est engagé.
Alex, on vient à vous tout à l'heure. Hein. On sait que le gouvernement malien ne s'est pas encore prononcé sur le report ou non de ces élections. On va écouter le porte-parole de la CEMA qui est clair. Pour lui, pour la coordination, il faut d'abord pacifier le pays. Je pense qu'il y a déjà des informations qui circulent sur la coordination par rapport c'est-à-dire à des perspectives qu'on a eu à évoquer concernant ces élections-là. Premièrement, on pense que la majorité de nos populations sont hors du territoire malien, ils sont en Mauritanie, ils sont en Algérie, ils sont au Niger, ils sont au Burkina. On pense que c'est des citoyens comme tous les autres et que ces populations-là ont un droit fondamental et élémentaire à participer à ces élections-là. Donc il faudra prendre le temps nécessaire pour que ces gens reviennent sur le territoire en pensant qu'ils puissent participer aux élections. Deuxièmement, aussi la situation sécuritaire aujourd'hui sur le terrain, en réalité, c'est-à-dire elle est de plus en plus grandissante, elle est très préoccupante et on pense qu'aujourd'hui pour tenir les élections au Mali, il faudra d'abord qu'il y ait une sécurité et cette sécurité à l'heure où on vous parle malheureusement, elle n'existe pas. Alexis Kalambri, on vient à vous tout à l'heure. Donc, je disais, il y a deux problèmes à résoudre, la pacification, la sécurisation du territoire et il y a des déplacés qu'il faut faire revenir sur leur terre d'origine. Et pour hiérarchiser, il faut d'abord faire revenir les gens, pacifier le pays et organiser ces élections qui sont quand même des élections de proximité qui demandent la plus grande participation possible. Et si vous voyez, beaucoup de partis politiques se sont prononcés pour le report. Ça conforte le fait de voir les mouvements armés également demander le report pour des raisons qui sont quand même objectives. À ce jour, c'est vrai, le gouvernement ne s'est pas prononcé officiellement, mais de plus en plus, on est assez on sait que le gouvernement a le couteau sous la gorge parce qu'il semble que c'est les partenaires qui tiennent à ce que ça ait lieu maintenant. Bon, cette fois-ci, Hollande n'a pas parlé publiquement, mais on ne sait pas qui veut ça. Oui, Mme Diarra. Je pense que de toute façon, même si on parle de pacification, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On va de report en report. Ces élections ont été maintes fois reportées. Je pense que elles vont quand même se tenir. Peut-être qu'il y aura encore une fois cette zone qui n'y participera pas de façon massive. Il y aura un absentéisme fort. Mais il faut quand même organiser les élections. Oui, à Kidal, mais on a vu ce que ça a donné à la présidentielle. Ça va être le même scénario, mais en même temps, cette pacification, on n'a pas de délai là-dessus. Je ne sais pas si je peux me permettre, parce que tout à l'heure on parlait de Kidal rapidement, c'est pour dire qu'on n'a peut-être pas, pour amener le calme, il faut peut-être impliquer davantage également les élus. Nous avons quand même une région où vous avez 4 députés, je crois, la région de Kidal, mais tous les 4 députés sont quand même de la majorité présidentielle. Peut-être qu'il faut inventer, il faut arrêter de faire toujours appeler les autres pour régler nos problèmes. C'est-à-dire que nous pouvons peut-être localement régler nous-mêmes nos problèmes. Juste ajouter que le leader de la CMA, le porte-parole de la CMA qui parlait tout de suite, il y a toujours un double discours. Il faut qu'on pacifie le pays, il faut qu'on fasse des élections, mais ce sont ces mêmes qui ne contrôlent pas leurs éléments sur le terrain et qui, quelque part, sèment un peu le trouble. Monsieur le ministre, est-ce que Alexis a évoqué tout à l'heure la pression de la communauté internationale sur le gouvernement de Bamako pour organiser coûte que coûte ces élections? Est-ce que là, ce n'est pas en quelque sorte une myopie de la communauté internationale? Est-ce qu'il y voit clairement ce qui se passe? Moi, je rejoins Serge et Alexis. C'est-à-dire que nous devons nous poser les bonnes questions. C'est-à-dire si on retourne même à un principe fondamental de la Constitution, c'est l'égalité de tous les citoyens dans l'exercice de tous leurs droits. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen dans n'importe quel endroit du pays peut participer à des élections communales et régionales? Non. Est-ce que dans certaines parties du pays qui ne sont pas entièrement atteintes par les conflits, le citoyen a la tête aux élections ou bien à la sécurité? Il a la tête à la sécurité. Donc, c'est-à-dire que il est nécessaire d'installer la normale institutionnelle autant qu'on peut, mais l'installer dans des conditions où il y a quand même une participation volontaire et maximale des citoyens. Si cette condition de base n'est pas réunie, je pense qu'il faut avoir le courage de regarder quelle est la mesure exceptionnelle qu'on peut prendre, mais tout en envisageant d'aller vers les élections, mais d'assurer l'exercice de ce droit à un maximum de Maliens. Sinon, si on y va et que, ce que Serge a dit, une faible participation, je m'excuse, des élus mal élus, donc ça veut dire qu'on aura échangé un problème contre un autre encore
plus embarrassant et qui va rester sur le dos des citoyens pendant 5 ans. La chance que nous avons, si vous voyez, en Guinée, quand Conté est venu, les autres partis ont rué dans les brancards pour dire organisons. Mais au moins chez nous, tout le monde est unanime pour dire prenons le temps de bien faire. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas péril à la demeure. Serge Daniel, demain, le comité de suivi de l'accord va se réunir à Bamako. On peut penser qu'ils vont évoquer cette question d'élection locale. Je ne crois pas, parce que vous savez, la question quand même fondamentale aujourd'hui, c'est de la remise du processus sur les rails. Donc, c'est plutôt la délégation les vedettes demain, ce seront les délégués de la CMA qui seront là, qui vont venir de Ouaga, de Nouakchott, d'Alger probablement et de Ouaga. Donc je ne pense pas que dans l'immédiat ils vont parler de ces élections-là, mais plutôt de la remise du processus sur les rails. Attendons voir le communiqué qui va sortir bientôt, attendons voir la rencontre entre la médiation et le gouvernement. C'est pour cette nuit d'après ce qu'on apprend. Mais moi je sais pas, contrairement à Alexis, je suis plutôt optimiste. Ça devrait fonctionner. Vous savez, les gens sont fatigués de se battre. Les gens n'ont plus les moyens de se battre. Et puis dans les groupes, vous avez des contradictions. D'ailleurs, lorsque vous parlez par exemple du Gatia, dès que vous parlez du Gatia, vous avez le MAA tendance Gatia qui vous appelle pour vous dire non, c'est pas le Gatia seul, nous aussi on est dedans, il faut nous appeler. Donc il y a des contradictions dans tous les groupes, c'est valable pour la CMA. Donc on ne peut pas passer son temps à se battre. Mais la responsabilité du gouvernement est d'amener tout le monde à discuter. Mais est-ce que... Oui, monsieur le ministre, allez-y. Oui, je voulais un peu abonder dans le sens de Serge sur l'optimisme à cultiver. Parce que vous savez, sur ce problème, je pense que c'est le Gatia quand même qui a développé le plus grand effort de communication. Et ce qu'il faut retenir dans sa communication, sur l'origine des affrontements, c'est qu'il y a eu des arrangements entre les deux communautés après la signature de l'accord. C'est-à-dire pour établir une espèce de liberté de circulation et même de fréquentation personnelle et tout ça. Ça veut dire qu'au-delà des contradictions très fortes qui parfois les ont opposées pendant la période des affrontements, il y a la reconnaissance du fait que le vivre ensemble est incontournable. Voilà, tout à fait. Donc, c'était vrai. Oui. Mais est-ce que, Serge Daniel, s'il n'évoque pas cette question de la tenue d'élections communales et qu'il fallait discuter d'abord de la sécurisation du nord du pays, ça va compliquer davantage la tâche au gouvernement. Est-ce que là, il ne faut pas appeler la communauté internationale à faire pression sur les différents groupes armés? Vous savez, je vais vous dire, depuis la signature des accords, le gouvernement et les rebelles se parlent, pour ceux qui sont informés. Le président de la République a reçu en privé les faucons, les colombes, ça s'est plutôt très bien placé et je reste persuadé qu'ils vont s'en sortir. La communauté internationale doit être un appui, mais la communauté internationale ne doit pas être la matrice du règlement de la crise, parce que la crise se déroule quand même dans un pays comme le Mali. C'est le problème d'abord, à mon avis, des Maliens. Mais est-ce que le gouvernement malien manque de communiquer? Le président de la République qui rencontre des personnes, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est dit. La population se demande, mais où en est-on? Alexis le sait, parce qu'il est dans le secret des deux. J'en sais rien, mais déjà la symbolique est déjà, disons, rassurante. Le fait qu'il y ait des rencontres, que Ibeka est dit inaccessible, s'il a quand même le temps de recevoir... inaccessible. En fait, je dis, ça se dit. Enfin, il te reçoit, toi. C'est déjà bien qu'il puisse les recevoir, même en privé. Cela veut dire qu'il y a au moins une tentative de dialogue. Cela veut dire que les ponts ne sont pas coupés et qu'il y reste encore des canaux de communication. Avant de continuer, Mam, est-ce que peut-on penser que l'accord-là est bancal quand on sait que les mêmes signataires ont des divergences au sein de leur propre mouvement? À quoi peut-on s'attendre finalement? Non, je ne dirais pas que c'est un accord qui est bancal, mais c'est un accord qui est difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a tellement de composantes dedans. Et puis c'est un processus quelque part, même s'il est achevé, le texte est quelque part inabouti puisqu'il y a des choses qui doivent se construire. Il y a cette conférence d'entente nationale qui doit s'organiser, il y a la charte pour la réconciliation et la paix, il y a plein de choses qui sont en chantier. Donc le temps d'amorcer tout ça, il faut que qui devraient être en chantier. Et puis quand vous parlez de communauté internationale, en fait, cette communauté internationale qui a été la médiation est censée devenir ce comité de suivi qui peine un peu à impulser les choses. Donc effectivement, si rencontre il y a, on n'est peut-être pas au courant, peut-être qu'ils ne communiquent pas assez, mais c'est plutôt à nous aussi d'aller chercher l'information et savoir ce qui se passe réellement.
Monsieur le ministre. Non, c'était peut-être pour revenir sur un point que vous avez soulevé sur la communication. Oui. Le problème qu'on a, c'est que on est autour de cette table des chroniqueurs, on a un niveau assez élevé d'information, Dieu merci, et des contacts qui parlent, mais le citoyen moyen, lui, ne retient que les événements. Et il y a une accumulation d'événements négatifs. Mais là, est-ce qu'il n'est pas du rôle du gouvernement de rassurer plutôt ces citoyens lambda? Vous savez, vous êtes rassuré dans une période aussi difficile, aussi exceptionnelle et aussi agitée, c'est par des actes. Quel que soit le plaidoyer, les explications que vous allez vous donner, les gens vont vous demander des résultats. Des résultats comme par exemple la neutralisation de la forêt de Sama. Donc c'est-à-dire le travail sur le terrain peut se faire, mais nous vivons dans une ère médiatique où ce qui ne se montre pas n'est pas cru. Et il faut effectivement arriver à montrer. Et c'est ça le plus difficile. D'accord, on évoque cette visite du président Ibrahim Boubacar Keïta à Sikasso, dans la région de Sikasso. Une visite marquée par la pose de pierres de construction de plusieurs infrastructures. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est surtout le discours du président Ibrahim Boubacar Keïta devant les militaires. Serge Daniel, on l'a entendu, le président Ibeka devant l'armée a dit qu'on empêche le Mali de s'équiper, l'armée malienne de s'équiper. À qui peut-il faire allusion quand il dit on? Vous savez, si vous voulez acheter des armes aujourd'hui, les premiers qui vous en empêcher, selon la loi, ce sont les pays limitrophes de la CEDEAO. Et puis ensuite, où est-ce qu'on achète les armes? C'est forcément dans les pays développés, c'est le Brésil, c'est la France. Et donc, il parle probablement de ces pays-là. Mais vous savez, le chef de l'État, c'est un homme courageux. Si vous lui posez directement la question, à mon avis, il devrait pouvoir répondre. Moi, ce qui m'a frappé dans le discours, en termes de décryptage, il est allé parler en chef suprême des armées. Il aurait pu porter le treillis, il aurait dû porter le treillis, parce qu'il m'est arrivé de voir son ministre de la Défense le porter. Et pour quand même remonter le moral des troupes, il est parti à Sikasso, sur la Nationale 7. C'est un symbole, le ministre le disait tout à l'heure, dans la forêt de Sama, c'est là où il y avait un groupuscule de terroristes qui se regroupaient, qui voulaient s'installer. Les bérets rouges les ont délogés quand même, donc c'était quand même un symbole. Il est allé inaugurer également, on en reparlera tout à l'heure parce que ça c'est le volet civil de la visite, mais il y avait ce côté militaire dans ce camp où il a parlé aux hommes de troupes, je suis fier de vous, la nation est fière de vous, vous êtes mon pouvoir de décision, donc c'est le chef suprême qui va parler de l'armée. Mais est-ce que son discours ne contraste pas avec les déclarations souvent du ministre de la Défense qui annonce que le Mali est en train de vouloir acheter des avions de guerre? Alexis? Il y a au niveau de la CEDEAO, il y a des textes. Dit un État membre de la CEDEAO déjà pour importer des armes doit faire valider sa liste par la CEDEAO. Donc, à ce niveau, il y a toute une papyrasserie au niveau de l'administration de la CEDEAO par lequel il faut passer pour prendre l'importation l'intention d'importer déjà avant d'arriver au goulot que les États occidentaux mettent volontairement. Souvent, c'est pas officiel, mais ils mettent juste les freins parce que ils craignent d'autres usages où ils ont des politiques derrière ça. C'est de tout temps comme ça, mais dans notre cas, ça ne se justifie pas comme on le voit. Et j'ai oublié un peu votre question, mais bon, voilà. Donc, il s'adressait à qui Oui. Bon, avant ça, Serge a parlé de ce qu'il a retenu comme symbolique. Moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà le voyage à l'intérieur. C'est quand même... Moi, j'avais comptabilisé jusqu'en février dernier, il était à 55 voyages hors du Mali. À l'intérieur du Mali, dans les villes du Mali, ça se compte sur les 5 doigts d'une seule main. C'est déjà bien qu'il aille à Sikasso, qu'il fasse une semaine à Sikasso. Alors, voilà, donc, voilà. Oui, allez-y, oui, moi je pense que, au-delà du treillis, Serge, je pense que c'est pas important de mettre le treillis puisque le ministre de la Défense le met déjà. Mais non, je pense que c'est un voyage... Il est le chef suprême des armées. Oui, il est le chef suprême, mais en général, il monte sur les voitures. Non, je pense que, moi ce que je retiens, comme dit Alexis, c'est le fait aussi d'aller galvaniser un peu le moral de ces troupes qui ces derniers temps quand même se sont illustrées sur le terrain. Je pense qu'il faut vraiment saluer ce que font les FAMA, même si certains ne sont pas encore convaincus de leur montée
en progression en fait. Et ça c'est important parce que c'est un moment où l'armée essuie des pertes, beaucoup de pertes, et c'est du devoir du chef de l'État d'aller galvaniser ces troupes-là, au-delà de tout ce qui est économique, énergétique. Et c'est ce que je retiens. Et certains disent qu'il aurait dû y aller beaucoup plus tôt, mais il y a un agenda là qui est en train d'être planifié. Je crois qu'ils sont en train de revoir leur communication. Oui, Monsieur le ministre, supposons que le on dont parle le chef de l'État, le président Ibeka, soit la communauté internationale. Entre guillemets, on peut imaginer de quel pays il peut s'agir. Le 20 septembre de l'année dernière, à Kati, il a affirmé qu'il va équiper l'armée malienne contre vents et marées. Et là, à Sikasso, c'est un autre discours qu'il tient. Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Mais je crois qu'à Sikasso, il a réitéré encore sa volonté d'équiper l'armée malienne, de renforcer ce qui a été fait et sa totale dédicace au renforcement de nos troupes. Donc, non, je crois qu'il y a le fait qu'il faut accepter le fait que ce que nous affrontons est beaucoup plus complexe que ce que nous avions prévu. Et je crois que l'une des principales annonces qui a été faite ne l'a pas été par le président de la République, mais par le ministre de la Défense. C'est la création d'un nouveau théâtre d'opération. Donc ça veut dire, de manière spécifique, il faut que les FAMA s'occupent de la sécurité au niveau de la région de Sikasso et plus particulièrement dans la frontière ivoiro-malienne. Donc parce qu'effectivement, les attaques de Misséni et de Fakola ont surpris tout le monde. Et donc ça veut dire qu'il y a un danger qui s'implante. Il n'est pas, le ministre l'a reconnu, il n'est pas du tout éradiqué. Il peut ressurgir sous une forme exacerbée et il peut produire un très fort sentiment d'insécurité, ce que cherchent les auteurs. Donc plutôt que de jongler entre deux théâtres d'opération, déplacer les troupes, il faut créer spécialement un théâtre d'opération là-bas. Donc c'est déjà un souci supplémentaire par rapport à ce qui était fait. Donc ça rejoint un peu ce qu'on dit. Effectivement, le public attend, les citoyens, et de manière légitime, attendent des résultats, des actes concrets, des annonces bien précises. Mais derrière tout cela, il y a quand même, disons, des préparations qui ne sont pas très médiatiques. Il y a, si je peux me permettre, oui, ce qui m'avait frappé aussi ce qui m'a frappé dans la région de Sikasso, c'était la rencontre avec les partis politiques localement. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on fait, c'est de recevoir les leaders des partis politiques à Bamako, à Koulouba, le carrousel, le défilé. Et là, moi, j'ai trouvé ça original. Voilà, que le président de la République rencontre tout le monde. J'ai vu l'opposant parler à la télévision nationale. Moi, j'ai apprécié en termes de décryptage. Ouais, je voulais me permettre de le dire. C'est pas parce qu'il les reçoit que les problèmes sont réglés, mais c'est déjà quelque chose de recevoir localement les représentants des partis politiques. L'un des points forts de son discours à Sikasso, c'est également, il a fustigé le comportement de la majorité qui l'entoure. Des ministres, mais c'est pas la première fois. C'est pas nouveau. Mais pourquoi garde-t-il ces ministres-là quand ils sont corrompus? Au Mali, on a une majorité molle, alors qu'il faut une majorité forte. C'est pas nouveau. Donc voilà. Je crois que c'est du IBK en marge d'une visite de dire certaines vérités. Je pense que ça ne surprend pas ces ministres, ils ont l'habitude. C'est quand même, c'est pas la première fois qu'il tient de tels propos. Pourquoi garde-t-il alors ces ministres-là? C'est peut-être aussi pour dire vous allez partir bientôt. Ou une mise en garde, voilà, ça sonne un peu comme... L'autre décryptage possible, c'est qu'effectivement tous les... je dis, il a rarement voyagé à l'intérieur, mais tous les remaniements sont intervenus au lendemain de ses visites à l'intérieur. Ça veut dire que c'est imminent. Voilà, affaire à suivre. Deuxième sujet de ce débat, le Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance du pays, a promis de donner sa part d'héritage paternel à la jeunesse gabonaise. Une promesse qui n'est pas du goût de tout le monde, bien sûr. On écoute le président gabonais. Aux trop nombreuses difficultés, accentuées par une conjoncture économique difficile, j'ai décidé, avec le plein accord de mon épouse Sylvia Bongo Ondimba et de mes enfants, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Monsieur le ministre, promesse électoraliste
ou justement un homme solidaire de son peuple? Oui, je crois que la question mérite d'être posée parce que déjà, vous savez, moi je pense qu'autour de cette table, on est d'accord que lorsque vous faites une communication qui sort de l'ordinaire, vous faites en telle sorte qu'elle ne fasse pas se poser un maximum de questions. Et il y a plein de questions qui se posent derrière, sur la motivation, sur les raisons, et même sur l'importance de ce qui va être donné. Au moins, le détail le plus important qu'il fallait, c'est au moins estimer ce qui va être mis et définir en tant que chef d'État les principales destinations de cette donation. Donc, vous savez, c'est un geste qui a double tranchant, parce qu'on peut voir comme un geste de générosité personnelle, mais lorsque vous le faites comme chef d'État, ça peut signifier également que vous n'avez pas pu mobiliser les ressources nécessaires pour le développement du pays, et que vous êtes quand même dans un pays qui n'a pas été forcément défavorisé par la nature, qui n'a pas géré un territoire immense et une population pléthorique. Donc c'est vraiment un couteau à double tranchant qu'il a dégainé, et c'est pour cela qu'il y a autant de réactions contrastées par rapport à cette annonce. Serge Daniel. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la posture gaulienne pour parler du matériel. Ça sonnait faux. Il était trop solennel. Alors que bon, peut-être qu'il aurait pu choisir un autre moment, c'est-à-dire en rencontrant des jeunes, une association de jeunes, ou des universités. Alors c'est ça qui m'a, moi, un peu gêné. Mais non, dans le fond, c'est qu'il a de l'argent. Ils sont quand même 53, frère. 53 ou 54 53, merci. Et c'est quand même énorme, si vous voulez. Combien il va mettre à la disposition de la jeunesse? Selon des estimations que nous avions, c'est que sa part à lui d'héritage s'élèvera à 136 millions d'euros. C'est quand même énorme. Et donc voilà, ensuite vous avez un autre volet de l'affaire, c'est qu'ils ont des biens familiaux à l'étranger. Or, nous sommes dans une campagne qu'on appelle aujourd'hui la campagne des biens mal acquis. Est-ce qu'il veut enlever du portefeuille des biens mal acquis des biens qu'il veut remettre à l'État gabonais, donc avoir une espèce d'immunité autour de ces bâtiments, je ne le sais pas. Mame Diarra, est-ce que ce partage d'héritage ne va pas encore créer un problème au sein des Bongo? C'est pas facile de faire passer un tel message au niveau, il y a 53 enfants, chacun a sa vision, tout le monde ne fait pas de la politique dans la famille Bongo. Oui, tout le monde ne fait pas de la politique, tout le monde n'est pas visible, mais il y en a quelques-uns qui sont visibles comme la sœur Pascaline qui détiendrait le gros de l'héritage. Donc est-ce que Ali Bongo veut se démarquer de cette sœur polémique qui, dit-on, a la main mise sur cette fortune en faisant cette déclaration et en ciblant la jeunesse? C'est un argument qui, bon, c'est un peu, ça pose des questions effectivement, parce que qu'est-ce qui va être donné à la jeunesse? J'ai cru comprendre qu'il y a une fondation, des biens immobiliers. Une résidence qui sera transformée en université. Donc effectivement, ça pose énormément de questions. Et puis tout à l'heure, quand il disait avec le plein accord de mon épouse, bon, on se pose... Vous n'êtes pas son épouse. Non, je ne suis pas son épouse, mais non, mais au-delà de ça, moi je me dis, est-ce que c'est une forme de communication dans un pays où il est sujet à beaucoup de critiques? Il doit y avoir une dose de sincérité. L'histoire de transformer une maison en université, ça c'est l'original. Mais le moment choisi, la forme, moi, ça me laisse un peu perplexe. Alexis? Oui, on ne peut pas enlever l'aspect politique, l'aspect, disons, ce qu'il va récupérer, disons, en termes d'investissement politique derrière. C'est indéniable. Mais ce que j'ai déjà aimé, et rien ne l'oblige à le faire, disons, c'est vrai qu'il y a une pression internationale sur la famille Bongo et ça ne va pas baisser cette pression parce que, à la limite, si vous dites je donne ça, vous donnez ça sur combien, comme disait M. le ministre, il y aura un débat qui va surgir, mais c'est déjà bien que il y ait ce premier pas. Peut-être que d'autres pas interviendront, peut-être que la gouvernance va s'améliorer, peut-être que, bon, voilà. Mais pourquoi le président Bongo n'a-t-il pas dit exactement combien il va donner à la jeunesse? Est-ce qu'il n'a pas manqué un peu à sa communication? Il a pas, les deux hôtels, on a parlé de deux hôtels particuliers à Paris, une résidence à Libreville, mais... Oui, les deux hôtels et la résidence sont des biens communs à tous les frères.
Donc ça, c'est même pas sa donation personnelle, c'est l'accord qu'il a conclu avec le reste de la famille pour le mettre à la disposition de la jeunesse gabonaise. Et c'est pour ça que je dis que lorsque vous faites un geste extraordinaire, pensez aux questions qui vont être soulevées derrière. Et la première question, parce que malheureusement c'est une question de biens et de fonds, il faut donner une estimation du montant qui va être mis. Parce que je crois que c'est l'information minimale et il faut donner également la destination de ces fonds. La destination n'a été définie que pour la résidence de Libreville, qui doit devenir, comme l'a dit Serge, une université. Je ne sais pas si ça va donner des idées à d'autres chefs d'État. Vous voyez de qui je vais parler. Mais voilà. Oui, espérons bien. Oui, Mam. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait demander aux Gabonais, aux jeunes Gabonais, ce qu'ils attendent de cette déclaration et comment est-ce qu'ils perçoivent ce geste du président de la République. Est-ce qu'on est allé demander aux Gabonais? Moi, j'ai été surpris de la réaction négative, disons, que ça a suscité au Gabon. Pour moi... En fait, dans une partie de l'opinion, pas dans toute l'opinion. Parce que pour moi, le premier temps aurait été de saluer le geste. Maintenant, toutes les questions derrière, combien, vous nous donnez combien sur combien, à quoi ça va exactement servir, comment, à la limite même, comment vous l'avez eu, parce que il faut quand même dire que Bongo fils, c'est pas Bongo père. Vous voyez d'ailleurs que les hommes politiques africains aujourd'hui ne reprennent plus le chemin de Libreville comme à l'époque. Donc lui, il ne sort pas de l'argent comme son père sortait de l'argent. C'est quand même quelqu'un qui travaille dans son pays également. Mais encore une fois, la communication autour de cette affaire, à mon avis, n'a pas été bien pensée, je pense. Oui, mais que répondez-vous à certains qui pensent que concernant les deux hôtels particuliers à Paris, c'est une façon de masquer cette histoire des biens mal acquis? Non, c'est pour ça que je dis que lorsque la communication est incomplète, les questions surgissent et derrière les questions, il y a des soupçons. On va dire que, comme Serge l'a dit, certains vont penser que, une fois que ces deux propriétés qui sont dans le viseur de ceux qui... La justice, dès qu'ils sortent du portefeuille familial et qu'ils se retrouvent propriété de l'État, aussitôt la nature change et l'action peut s'éteindre. Donc effectivement, lorsque vous n'expliquez pas tout, obligatoirement, les points, d'ombre qui subsistent et qui ont été soulevés autour de cette table, reçoivent inévitablement des interprétations négatives. Espérons que cet exemple inspire d'autres chefs d'État africains, comme l'a dit Serge Daniel. La semaine a été également marquée en France par cette tentative avortée d'attentat dans le train Thalys. L'auteur était un jeune Marocain de 26 ans. Ayoub El Kazani, ce serait le nom du suspect qui a été interpellé hier soir dans le Thalys à Arras. L'homme serait né au Maroc il y a 26 ans, mais il a longtemps résidé en Espagne où il aurait été repéré par les services de sécurité en tant qu'islamiste radical. Selon les premières informations dont on dispose, il aurait transité par la France où là aussi les services de renseignement l'auraient repéré en tant qu'islamiste potentiellement dangereux. Les services de sécurité allemands l'auraient ensuite enregistré alors qu'il prenait un avion pour la Turquie, porte d'entrée habituelle des djihadistes qui souhaitent se rendre en Syrie, mais pour le moment il n'y a pas de confirmation officielle d'un séjour en Syrie. On sait qu'hier après-midi, c'est à Bruxelles midi qu'il a pris le Thalys à destination de Paris. Son passage à Bruxelles n'était-il qu'un simple transit ou a-t-il résidé dans notre pays? Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a confirmé ce midi que le suspect avait bien séjourné en Belgique en 2015. Si c'est le cas, et encore une fois il faudra le confirmer, le parcours d'Ayoub El Kazani ressemble étrangement à celui de Mehdi Nemmouche. Lui aussi avait séjourné un moment en Belgique avant d'attaquer le musée juif. Lui aussi était suivi par les services de renseignement européens, mais il avait réussi à se faire oublier dans notre pays. Lorsqu'il a été arrêté hier soir, Ayoub El Kazani était lourdement armé, kalachnikov, pistolet automatique et 9 chargeurs. Où s'est-il procuré ces armes? Il a peu vraisemblablement pris ses armes depuis la France et ensuite prendre un Thalys pour venir en Belgique pour perpétrer une attaque. Il n'est donc pas du tout exclu que le suspect ait acheté ses armes lourdes en Belgique où l'on sait qu'il y a un marché clandestin. La question s'était déjà posée dans le cas de Nemmouche sans que pour le moment les enquêteurs aient pu apporter une réponse. Ce matin, le parquet fédéral belge ne communique pas, laissant la justice.
Mame Diarra Diop, le trajet de l'auteur présumé de cette attaque est connu quand même. L'Espagne, la France, la Belgique, la Turquie. Maintenant, mais y a-t-il une faille sécuritaire là? Il y a la police de ces pays-là, de ces 3 pays, ont-elles été laxistes? Sinon, on aurait dû l'arrêter quand même quand il a cette radicalisation. Voilà, on connaît son trajet. La Turquie, c'est un point de départ pour de nombreux aspirants djihadistes qui vont en Syrie. Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question à la place des services eux-mêmes, mais le lien est vite fait quand on connaît le parcours du monsieur. Faille sécuritaire, je ne sais pas, je ne prends pas souvent le Thalys, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a il y a énormément de gens comme ça qui circulent avec des armes. Il y a un danger qui est là et je crois qu'ils sont en alerte. On ne peut pas arrêter quelqu'un sur la base de ses opinions. C'est-à-dire qu'en Europe, on sait qu'il y a des gens qui sont, disons, de sensibilité ainsi, mais à la limite, ce n'est pas suffisant pour arrêter quelqu'un. Et c'est vrai, quand c'est des milliers, on ne peut pas suivre tout le monde au quotidien. C'est pour ça que, à côté ici, vous voyez le nombre d'attentats qui sont déjoués et qui ne sont pas médiatisés. Je pense qu'ils font du bon travail. Oui, c'est ce que tu as dit. Alexis dit est juste, c'est pas parce qu'il est suspect. Il faut avoir des preuves pour arrêter quelqu'un. Il y avait un faisceau de présomption qui tolérait la thèse selon laquelle, bon, c'est un suspect, c'est un djihadiste. Mais ça, c'est le principe des autoradicalisés. C'est-à-dire qu'un autoradicalisé, c'est un mec seul. C'est-à-dire qu'il peut faire allégeance à un groupe, mais il n'est pas forcément envoyé par un groupe. C'est-à-dire qu'il pose un acte, et il attribue cet acte à un groupe. On dit, je vous fais allégeance, je fais ça. Donc ça peut arriver dans tous les pays. Ce n'est pas, à mon avis, quelque chose de nouveau. Et Alexis l'a dit, toutes les semaines, tous les mois, on arrête des gens comme ça en Europe. On déjoue des attentats. Mais, monsieur le ministre, même quand on sait que depuis le mois de janvier, tous ceux qui ont commis ou tenté de commettre étaient du même profil que ce monsieur. Mais de faciès aussi. Oui, mais le recoupement est difficile à faire. Parce que je crois voit souvent que ces gens, quand on les décrit, on voit qu'ils ont un trajet similaire, ils sont suspectés, mais ils arrivent toujours soit à commettre les forfaits ou soit ils sont arrêtés. Voilà, c'est-à-dire que, comme Serge l'a dit, lorsqu'ils ne donnent pas suffisamment d'indices pour un passage éventuel à l'acte, il faut qu'il donne un indice de passage éventuel. Par exemple, si on avait pu repérer au moment où il s'est approvisionné, où il a acquis les armes, là, parce que ça doit être des armes qui viennent par la filière de l'ancienne Yougoslavie, tout le monde la connaît, mais elle est extrêmement difficile, les armes sont extrêmement difficiles à intercepter. Donc tant qu'ils ne donnent pas d'indices, les services de sécurité vous le disent, ils n'ont pas assez d'effectifs pour suivre tout le monde, enfin tous les suspects. Ils suivent ceux qui ont vraiment, qui laissent paraître des présomptions de passage éventuel à l'acte et ils les interceptent. Maintenant, la question que l'Europe se pose, c'est est-ce qu'il faut transférer dans les gares les mesures de sécurité qui ont cours dans les aéroports, voilà, détecteurs de métal, présence policière assez forte et tout ça. Je crois qu'ils ont commencé à Bruxelles, mais ce n'est pas, disons, radical comme, disons, mesure de prévention. Et comme l'a dit Serge, les autoradicalisés, c'est les plus difficiles à neutraliser parce que vous ne savez pas ceux qui sont précisément en tête. Il nous reste une minute. Serge Daniel, peut-on aujourd'hui mettre les lignes ferroviaires européennes sur la liste rouge? Non, je ne pense pas. En ce moment, très peu de personnes pourront voyager. Encore une fois, il ne faut pas de stigmatisation. Ce n'est pas parce qu'il a une barbe qu'il est terroriste. Moi, j'aime bien ceux qui ont la barbe. Vous avez une petite barbe vous-même. Donc c'est cela. Mais il faut renforcer la lutte. Il faut renforcer la lutte dans les gares, dans les autogares. Mais on ne peut pas, à mon avis, dire que bon, on ne peut plus prendre demain le train. C'est pas possible. Voilà, c'est la fin de ces débats du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, Djibril Amaïga pour Afrique Soir. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À dimanche prochain.